Cette semaine, à Scolaire Le Monde, on interviewe Linda Lemay. C'est une chanteuse, en fait. Puis moi, j'ai eu la chance de chanter une de ses chansons pour le 50e anniversaire de mariage de mes grands-parents. Et une autre de ses chansons pour mon grand-père. Puis ben, c'est ma mère qui l'a refaite pour que ça matche pour eux autres. Mais c'est ça. Linda Lemay est une célèbre auteure, compositrice, interprète québécoise. Dès l'enfance, Linda s'amuse à faire des rythmes et de la poésie. Elle prend des cours de piano pendant 3 ans, mais se lance vite des gammes à pratiquer. La future musicienne sera donc plus ou moins autodidacte. C'est à l'adolescence qu'est née sa passion pour l'écriture. Elle rêve d'écrire un roman parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait aucun talent de chanteuse. À 17 ans, elle reçoit une guitare en cadeau et c'est le coup de foudre. Elle écrit quelques premières chansons. Sa maman, Janelle, l'inscrit à des concours. En 1989, Linda se démarque et remporte le premier prix du Festival international de la chanson de Granby. En 1994, son deuxième disque appelé Y est un gros succès. Les amateurs de chansons à texte se précipitent pour la découvrir en spectacle. En 2001, son 4e album, Du coq à l'âme, est un grand succès. Elle remporte le titre d'artiste féminine de l'année en France. En 2016, elle célèbre ses 25 ans de carrière et plus de 4 millions d'albums vendus. 11 albums de 11 chansons en 1111 jours. Nous avons eu la chance de la rencontrer récemment avant un de ses spectacles. On l'applaudit! Ça faisait 2 petits mois d'amour qu'on se connaissait. Pas un seul accro dans le parcours, c'était parfait. On a fini par se faire l'amour. On a choisi notre moment, on était mûrs, on était sûrs de nos moindres petits sentiments. J'étais sceptique, j'étais peureuse, t'as mis 2 mois à remettre ma confiance boiteuse en bon état. J'avais baissé mon bouclier, cessé de nous prédire une guerre. J'étais en train d'emménager lorsque j'ai vu les souliers verts. Des souliers verts à talons hauts dans le garde-robe. Une paire de souliers verts aussi suspects qu'ignobles. Je les ai regardés droit dans les semelles quand ils m'ont sauté dans la face. Et ça puait la maudite femelle qui a dû les porter rien qu'en masse. Et ce fut un interminable face-à-face. C'était entre moi et la vieille paire de godasses. Et j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux déconcertés. Et j'ai senti la sueur couler le long de ma tempe. Ça faisait 2 petits mois d'amour qu'on se connaissait. Fallait voir ça, la belle petite cour que tu me faisais. J'avais cessé de me protéger depuis le cœur jusqu'à la chair.
je me sentais en sécurité jusqu'à ce que je vois. Comment décrirez-vous Linda Lemay aux jeunes de mon âge? Linda Lemay, c'est surtout une passionnée, une fille qui aime créer. L'écriture, c'est la première passion que je me suis découvert. Donc, très, très jeune, j'écrivais de la poésie. Je savais pas ce que j'allais faire avec ça dans la vie, parce que c'était une passion. Je savais que ça faisait partie de mes passe-temps préférés. Mais là, c'est bien beau de savoir ça. Tu sais, quand tu avances dans tes études, ben, les gens te demandent « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Journaliste, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait quand on aime écrire, tu sais. Puis je venais d'un milieu modeste. Mes parents n'avaient aucun contact, connaissaient rien du milieu de la musique ou de la chanson. Donc, quand je suis arrivée avec mes premières chansons, que j'ai décidé de marier musique et texte, je ne savais pas ce que j'allais faire avec ça dans la vie. Et c'est par les concours que je me suis démarquée. Mais disons que c'est ça. Au départ, ce qui me caractérise, c'est la passion. Et c'est ce que je souhaite à mes filles, d'ailleurs. Ben, justement, en parlant de vos filles, quel genre de petites filles étiez-vous? Très timide. J'étais très renfermée. À l'école, c'est impossible que quelqu'un qui m'a côtoyée ait pu penser hey, cette fille-là, elle va faire une carrière publique, elle va parler au monde, elle va donner des entrevues. C'était impossible. Je parlais à presque personne. J'avais une meilleure amie. Donc, c'est ça. Ça se passait beaucoup, beaucoup dans ma tête. Puis j'observais énormément les gens autour de moi. Puis je me disais, est-ce que je fit là-dedans? Mais c'est seulement vers la fin de l'école secondaire, début du cégep, que j'ai décidé de plonger dans le monde. Puis que là, je me suis rendu compte, hey, c'est le fun finalement, communiquer avec les gens. Et là, ça a été comme une autre Linda qui est apparue. C'est quoi les éléments qu'il faut dans vos chansons pour que vous en soyez fiers? Un élément, l'émotion. Si l'émotion passe, la chanson est réussie. Donc, il peut y avoir plein de styles de chansons. Mais si ça nous laisse froid, ça sert comme à rien, tu sais. Faut qu'il y ait une émotion, une envie de bouger, une envie d'écouter, une envie de pleurer, une envie de rire. Faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que ça donne des frissons, faut que, tu sais. Alors, si ça marche, la chanson est un succès. Évidemment, ça peut pas être toujours des chansons qui vont être des numéros 1. Il y a plein de chansons d'albums qui sont des chansons quand même importantes, mais que les gens vont pas écouter 4 fois par semaine. Ce sont des chansons qu'on va choisir d'écouter dans un moment de notre vie important où est-ce que là, oh, ça nous parle cette chanson-là, en particulier à cause du thème et tout ça. Sinon, ben, on peut se laisser bercer par des chansons plus douces qu'on n'a pas tout le temps besoin d'écouter le texte puis que c'est bon quand même. Donc, c'est réellement au niveau de l'émotion que ça se passe. Quand l'émotion est là, le plaisir est là, la chanson est réussie. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous aimeriez écrire une chanson et que vous n'avez pas réussi encore? Non, parce que j'écris pas réellement sur des sujets. Tu sais, je me prépare pas à écrire sur un sujet ou sur un autre. Moi, c'est des débordements d'émotions. Ça vient, je sais pas, je me laisse surprendre par les histoires que je vais raconter. Donc, au début, là, c'est juste le plaisir d'écrire. Je suis là, puis je commence à écrire des phrases, des mots qui reviennent, des mots qui sonnent bien sur la musique. Et là, tout à coup, il apparaît une phrase ou 2 phrases où est-ce que je me dis « Oh, il me semble que ça touche à quelque chose. » Et là, je vois apparaître un début d'histoire et je me dis « Où est-ce que je m'en vais avec ça? » Et tout à coup, il y a des thèmes qui montent, c'est-à-dire « Ah oui, je pourrais parler de ça. Oh! » Puis là, je m'émeus moi-même juste en y pensant. Et tout à coup, là, c'est le bonheur de construire de la belle poésie qui vient me stimuler. Et puis moi, ce travail-là, parce que c'est beaucoup de travail quand j'écris des chansons, mais ça me semble jamais être du travail parce que j'adore ça. Je veux quasiment faire durer ce bonheur-là et aller jusqu'au bout de la chanson. Puis je me laisse toujours le droit, justement, d'aller au bout de la chanson avant d'abandonner, même si je me dis « Ah non, celle-là, ce ne sera pas ma meilleure. Il me semble que c'est trop évident. C'est un peu redondant. C'est un peu quelque chose qu'on a déjà entendu. » Et tout à coup, tu trouves un revirement de situation qui donne totalement une autre idée de la chanson et tu dis « Ah, ben non, mais là, c'est intéressant vu de même. » Et c'est pour ça que je donne toujours la chance aux chansons. Je vais au bout de l'histoire puis je me laisse surprendre. Parfois, ben, c'est décevant puis ça reste dans mes tiroirs. Et parfois, c'est des belles surprises. Et là, je me dis « Ah oui, celle-là, il faut que je la chante aux gens, puis voir leur réaction, puis voir s'ils aiment ça autant que moi. » Ben oui, je comprends tout le monde. Ça me rend un peu bonasse. Il y en a qui
disent que j'ai du cœur, ça veut pas dire qu'il est à bonne place. Je l'aime longtemps, le monde, puis je suis pas rancunière. J'ai de la misère à avoir peur, même des méchants qui aiment la guerre. Je le trouve correct, le monde, même quand il me tape dessus. Je me dis que c'est parce que le pauvre monde a pas eu la chance que j'ai eue. Puis je lui pardonne au monde, même quand il continue. Même quand je lui tends ma 8e joue, puis que j'attends son 8e coup, puis qu'il me le donne. Même quand il est fou. Il est fou. Je le trouve gentil, le monde. Que voulez-vous que je fasse? On dirait que je m'en rends pas compte qu'il y a un visage à deux faces. Quel commentaire que vous aimez le plus recevoir en lien avec votre métier? Que je suis vraie. C'est en lien avec mon métier, mais c'est en lien avec tout ce que je suis. Quand on est authentique, quand on n'essaie pas de faire les choses comme les autres, ça c'est à peu près le conseil que je peux donner à tous les jeunes, tu sais, de miser sur ce qu'on a de différent, sur ce qu'on apporte de nouveau. C'est ça le secret. Quand on arrive puis qu'on essaie juste d'être une copie de quelqu'un d'autre parce qu'on trouve ça bon, c'est correct de trouver les autres bons puis d'être inspiré par les autres, ça c'est parfait. Mais après, quand on se sent inspiré, il faut sortir ce que nous, on a de neuf. Et puis, c'est de cette façon-là, en tout cas, moi, dans ma petite histoire, que je me suis démarquée. J'arrivais avec des chansons à texte qui étaient complètement pas sur des musiques qui étaient dans le son de mon temps. Mais je m'en sacrais, je me disais, mais non, justement, ça se démarque, ça s'en va ailleurs, c'est vrai, puis c'est ça que moi, j'aime faire, c'est ça qui me fait rayonner. Donc, quand tu es sur scène puis tu rayonnes, ben, tu es capable de livrer tout ce que tu veux livrer. Donc, il faut se faire confiance. C'est pas toujours facile à faire, dépendant aussi de l'entourage qu'on a. Il faut donc bien s'entourer, puis essayer d'être sécurisé dans notre entourage pour être capable de se faire confiance, puis être totalement qui on est, peu importe tout ce qu'on a de différent. Et grâce à ce qu'on a de différent, ben, on peut avoir du succès. Même si on sort du lot, on peut quand même faire des grandes choses. C'est surtout si on sort du lot qu'on peut faire des grandes choses. Pouvez-vous nous parler de l'influence de vos parents dans vos chansons? Ils sont tout le temps là. C'est vrai qu'un de mes thèmes fétiches, c'est la famille. Parce que je trouve que tout vient de la famille. Parfois, c'est des épreuves. Parfois, c'est beaucoup de bonheur. Parfois, c'est de la nostalgie. On se dit, ah, mais c'était le fun, puis est-ce que je vais être capable de recréer ça, moi, dans ma vie? Donc, j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui m'ont donné confiance en moi, qui ne connaissaient pas grand-chose à ce milieu-là, mais quand ils m'écoutaient chanter mes premières chansons, je n'étais pas chanteuse du tout, moi, là tu sais, c'est comme surprenant que j'ai pu faire carrière parce que je ne me connaissais pas de talent vocal et tout ça. Mais ma mère, et je me rappelle encore, des fois, il suffit d'un bon commentaire bien placé, puis ça nous suit toute notre vie. Et bien, autant que c'est la même chose pour les mauvais commentaires aussi, qui peuvent nous freiner presque toute notre vie, il faut se battre contre ça. Mais moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir une maman qui m'a dit « Non, non, OK, oui, c'est vrai que tu n'as pas une grosse voix, mais quand tu chantes, il y a une émotion qui passe. » Et c'est pour ça que je parlais d'émotion tout à l'heure. Donc, mes parents sont les meilleurs parents du monde. Heureusement, il y en a plein des meilleurs parents du monde et on les applaudit parce que ça fait une belle différence dans une vie. Alors, je leur rends hommage dans plusieurs de mes chansons. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûre ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait, maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort, c'est mon père. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie à moi, avec autant d'amants,
avec autant de choix. J'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari. Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur sans qu'il parte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver? J'aime beaucoup écrire des histoires. Est-ce qu'il y a un truc ou un conseil que vous pourriez me donner? Je pense que tous les conseils que je pouvais te donner, je te les ai déjà donnés. C'est réellement de faire confiance à ce que tu ressens. Donc, être à l'écoute de toi-même parce que tu n'as pas vraiment besoin de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui vient d'ailleurs. Tu as déjà toute ta richesse à l'intérieur de toi. Tu as un monde fabuleux. C'est fou tout ce que tu peux aller chercher. Donc, quand on devient conscient de la liberté qu'on a, là, d'inventer ce qu'on veut, ce qu'il y a de plus beau. Là, tu te dis, OK, moi, qu'est-ce que j'aime? Si je voulais que quelque chose existe, qu'est-ce que je pourrais faire de plus beau? Mais tu as tout. Tu as tout. Tous les éléments sont là. Tu as juste à aller piger. Puis quand on a cette conscience-là qu'on est libre de faire ce qu'on veut faire, écoute, c'est merveilleux, là, tu sais. Fait que t'écris, puis tu choisis ce que tu veux écrire, puis tu y vas, tu te lances. Puis souvent, là, j'écris des mots, moi, dans mes chansons, puis avant d'aller voir dans le dictionnaire, parce que là, ça rime, ça sonne bien, tu sais. Puis là, je me dis, il me semble que ça fit, mais je connais pas vraiment encore le mot, tu sais. Puis là, je vais voir dans le dictionnaire, je me dis, comment ça se fait que je le savais alors que je le savais pas? Je l'ai pas appris, mais dans le fond, je le savais. Fait qu'on connaît beaucoup plus de choses qu'on pense. Et ça arrivait souvent que je me disais, il me semble que c'est ça le mot, mais pas parce que je le connaissais, pas parce que les gens autour de moi l'utilisaient ou quoi que ce soit, mais c'était là, ça fait partie des connaissances qu'on a, puis on est beaucoup plus riche que ce qu'on pense qu'on est. Quel rêve ou objectif voudriez-vous encore réaliser dans ce métier? Sentir que je suis heureuse quand je fais mon métier. C'est réellement ça. Tant que le plaisir est là, ça veut dire que j'ai réussi quelque chose, puis je peux rayonner, puis être une bonne maman, une bonne personne. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Pourquoi avez-vous décidé d'acheter un âne? Un âne, parce que j'ai connu les chevaux un peu, puis un âne, c'est comme un chien dans sa tête. Puis j'ai découvert la passion des ânes avec un autre qui était un petit bébé. Puis pourquoi un âne? Parce que ça travaille plus fort, ça travaille par amour pour son maître et non par instinct. Puis c'est un chasseur de coyotes puis de loups. Fait que moi, dans le temps, j'habitais dans une maison très creux dans le bois où il y avait beaucoup de chevreuils, beaucoup de loups. Puis j'avais des reproductions de poules puis de lapins. Puis à chaque fois, je me faisais tout manger par les ratons laveurs et tout. Fait que malheureusement, il est décédé cette année, mon âne qui était parfait, au bout de 14 ans de relation. Fait que je trouve ça un peu dur parce qu'eux, ils n'ont pas encore cet instinct-là. Ils ont pas... C'est comme un humain, hein? On est tous différents. Puis les ânes, en général, les avantages, je vais les lire parce que ça faisait partie de ce que je voulais vous raconter. C'est amical avec l'humain. Ça travaille par amour pour son ânier, parce qu'on appelle ça les âniers, ceux qui s'en occupent. Puis ils ont une relation très, très privilégiée avec leur ânier. Comme un chien. Il va être fidèle à toi parce que... Puis ça coûte beaucoup moins cher. Ça mange moins qu'un âne, qu'un cheval. Ça travaille plus fort. Comme exemple, un cheval, ça peut porter sur son dos 35 % de son poids au maximum. Un âne bien entraîné, de 35 à 50 %. Fait qu'il va forcer plus fort, puis il va manger la moitié à peu près et boire la moitié qu'un cheval. Fait que ça a été un des facteurs pourquoi j'ai acheté un âne. Mais là, je suis rendue comme à 6 ânes en tout. Depuis que en 2008, que j'ai commencé mon aventure avec les ânes. Puis un jour, je vais randonner avec les ânes. Je sais pas s'il y en a que ça leur intéresserait. Mon but, là, c'était de faire un peu comme lui. C'est un Français. Lui, il a pris son âne bien bébé. Il s'appelle Ferdinand, cet âne-là. Puis il ressemblait vraiment à mon autre âne avant. Puis il va en randonnée avec des gens. Il met les bagages sur le dos, puis on part en camping à 20 km dans le fond d'un bois. Puis l'âne, lui, il garde les tentes toute la nuit. Il empêche les ours de venir ou les animaux. Un jour, je vais peut-être faire ça. Mais combien de temps avez-vous l'âne? Elle, ça doit faire
ça fait 4 ans que je l'ai. Puis lui, je l'ai sauvé d'un zoo, le zoo Saint-Édouard, qui croyait qu'un âne, c'est les vétérinaires du zoo Saint-Édouard. Ils disent que les pattes, vous voyez la patte à Thibaut, là? Elle est tournée un peu. Ça va faire 8 mois que je l'ai, puis on commence à régler le problème de patte. Puis si vous regardez la patte à clochette, elle a vécu la même chose, puis regardez ce que ça a fait dans le haut de sa patte. 3 ans sans des bons soins, elle. C'est pas parce que je voulais pas faire des bons soins, c'est que j'avais pas le bon maréchal. Le maréchal, c'est celui qui taille les sabots. C'est comme si vous coupez vos ongles. Hein? Si vous attendez trop, l'ongle va tourner, il va... Puis là, après, vous avez mauvais caractère. Hein? Si quelqu'un va embarquer sur le dos d'un animal qui a mal aux pattes. Est-ce que ça coûte cher d'acheter un âne? Un âne, en ce moment, à cause de la pandémie, là, je pense que tous les animaux ont comme tellement augmenté. Thibaut, je l'ai payé 1 500 $. Mais c'est pas trop cher. C'est vraiment pas cher même. Mais il était vraiment abîmé. Il avait les 2 pattes comme ça en avant, puis le sabot, là, vraiment abîmé en avant. Là, il est bien, là. Pas assez bien pour qu'on mettrait un poids sur son dos, mais c'est ça. C'est à peu près ça le coup. Faites-vous souvent des visites d'école avec votre âne? Non, je commence. Mais j'aimerais vraiment ça. Mais il me faut des diplômes en zoothérapie, il faut des vaccins à jour. C'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Mais un jour, je suis vieille, mais je ne serai jamais assez vieille pour me rendre jusqu'au bout de mon rêve. J'espère que je vais vous donner ma passion, puis qu'un jour, quand vous allez voir des ânes, vous allez avoir le choix entre un âne et un cheval, vous allez choisir un âne. Avez-vous déjà eu une reproduction d'âne? Non, mais j'ai déjà acheté une ânesse à Lancan qui était enceinte, puis elle a accouché chez moi, en surprise, dans une côte en plus. Puis j'avais un mâle avec. Puis c'était mon mâle que je vous parlais tantôt, là, qui est décédé maintenant. Puis lui, il était heureusement très gentil et très doux. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. La femelle va protéger son bébé, mais le mâle reproducteur du troupeau, lui, si c'est un autre mâle, le bébé, lui, il voit ça comme il va prendre sa place. Fait que souvent, ils vont se battre. Fait que c'est souvent... Moi, j'ai été chanceuse, j'ai eu une femelle. Je l'ai gardée 5 ans. Puis ensuite, bien, je l'ai envoyée pour faire des produits de lait d'ânesse. Il y en a qui achètent des savons, des produits pour la peau, lait d'ânesse, c'est très, très bon. Cléopâtre, elle a eu 300 ânes quand elle était... Pas pour rien, elle se faisait des bains de lait d'ânesse. Le bain de Cléopâtre! Le bain de Cléopâtre! Un âne va donner 1 litre de lait. Une vache, je sais pas combien, mais genre 100 fois plus. C'est que tu vas aller tirer 100 millilitres de lait sur un ânesse, puis le reste, il faut que tu le laisses à l'anon. Fait que 100 millilitres, c'est la moitié d'un petit jus. Tu sais, les petits jus en boîte, là, c'est pas beaucoup de lait. Ça, c'est dans une journée. Puis ça a sauvé les colons au Québec. Les premiers ânes qui sont arrivés au Québec, qui sont arrivés dans le temps de la guerre, c'est des moines français qui les ont ramenés ici. Puis c'était des baudettes pointous. Ça, c'est une race d'âne qui est brun, qui est plus gros que ça. Puis ils amenaient les enfants à l'école. Ils remplaçaient les hommes au travail, dans le fond. Dans les champs, les ânes, ils labouraient. Tu sais, c'est fort, un âne. Puis en plus, c'était émotif. Fait que des ânes, si tu les éduques bien, je sais pas s'il y en a qui ont regardé des YouTube, des fois, là, des vidéos, là. Des fois, tu vois un âne tout seul avec une calèche qui s'en va porter du foin, genre à 5 km là-bas, puis il revient tout seul. Pas de maître, pas personne. Parce qu'il le fait par amour pour son maître. Parce qu'il a été éduqué. Moi, mon autre âne, il était comme ça. Si je disais, va là-bas, là. Ah ouais, là-bas, là. Puis là, je lui montrais, mettons, exemple, que j'ai présenté Vanessa, puis que ça fait longtemps qu'il connaît Vanessa. Vanessa est à l'autre bout. Bien, je dis, va voir Vanessa. Ben là, il cherche Vanessa. Il s'en va la voir. Il suit toujours le même trajet. Un cheval pourrait pas faire ça. Avez-vous déjà acheté des ânes pour les élever et les revendre par la suite? Non, jamais. J'ai pas les moyens. Mais j'aimerais bien tous les acheter au Québec, les garder, mais... Est-ce facile d'élever un âne? Tout dépendamment qui que t'es. Moi, j'ai trouvé ça facile. Puis celui qui m'a vendu mon premier âne, ça s'appelle un éleveur. Lui, il était sûr que je serais jamais capable. Parce que j'avais jamais eu de chevaux, puis j'avais 0 expérience avec les chevaux ni les ânes. Puis il m'a dit que j'allais garder mon âne peut-être 1 an ou 2, puis que sûrement après, j'allais eu trop de misère, puis que j'allais m'en débarrasser. Je l'ai eu 14 ans. Puis il est mort à cause de probablement un enfant qui a donné de la nourriture à mon âne. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Quand c'est pas votre animal, on nourrit pas. Mais
il reste elle. C'est une des dernières au Québec qui est grande comme ça. Elle descend d'une race de mammouth. Puis c'est la seule qui serait supposément fertile. Mais elle l'est pas. Parce qu'elle a vécu trop de traumatismes. Elle s'est fait couper les oreilles, les bouts d'oreilles parce qu'ils ont gelé. Elle a vu sa mère se séparer d'elle quand elle buvait encore du lait à 3 ans après sa mère. Ce qui n'est pas normal. Ça devrait être maximum 1 an que l'animal boit du lait. Donc elle, dans sa tête, c'est comme un gros bébé encore. Moi, j'espère qu'elle va devenir fertile un jour. Puis qu'on va trouver un mâle de sa grosseur. Puis qu'un jour, quelqu'un du poids à Marc-Antoine va pouvoir embarquer sur un âne à peu près gros de même. Est-ce qu'on peut monter sur un âne pour faire des tours? Oui, ça dépend de l'âne. Comme je disais tantôt, un âne, ça peut porter de 35 à 50 de son poids sur son dos, s'il est bien placé. Un cheval, on va monter un cheval à peu près ici. Entre là et là, on va s'asseoir là. La selle, elle va là. Tandis que l'âne, là, regardez, il n'y a pas rien en avant. On appelle ça un garrot. Ici, là, le cheval, lui, est très musclé. Fait que les selles, là, au Québec, là, moi, j'en ai adapté une. Ça m'a coûté beaucoup de sous pour trouver la bonne selle, avec le bon ancrage. Parce que les chevaux sont larges ici, ça. On appelle ça l'arçon d'une selle. C'est la façon que la selle va dessus. C'est assez dur à trouver, mais j'en ai trouvé. J'en ai modifié 2. Puis on voit Sora, ma fille, qui monte mon âne qui est décédée. Puis on voit moi qui monte mon âne. Puis moi qui est en arrière de mon âne. Puis ma fille qui est pas... Il n'y a pas de mort. Puis moi, j'ai dit, OK, en avant, on court. Puis mon âne, il court. Un cheval, on n'aurait pas vraiment pu faire ça si on n'aurait pas été assis dessus. Il n'écoute pas ce qu'il y a autour. Tandis qu'un âne, ça l'écoute son ânier. Fait que j'aurais pu embarquer n'importe qui. Puis toi, tu dis « wow ». Puis si moi, je dis pas « wow », il n'arrêtera pas. Parce que c'est moi son maître. C'est pour ça que les ânes sont particuliers. Mais genre, ça court ou bien ça fait genre du trop? Ça court pas pareil. Ben, tu sais, honnêtement, moi, là, en 2008, là, celui qui m'a vendu très cher mon âne, il m'a dit qu'un âne, ça court pas. Mais moi, j'ai des vidéos qui prouvent qu'un âne, ça court. Mais ça veut pas courir. Ça court par plaisir. Parce que moi, je voulais qu'il court, fait qu'il courait. Est-ce que ça a déjà fait le bruit? Hey, ça, là, c'est un mâle que tu viens d'imiter. Puis une femelle, ça gueule différent. Moi, je suis pas très bonne dans l'imitation, là, mais là, tu viens d'éviter un mâle, OK? Ça, c'est un âne, mâle. Puis la femelle, là, ça va plus être... Genre, tu sais, ça va faire plus aigu. Puis, on appelle ça brais. Ouais, c'est le son d'un âne.